19h à Bamako et partout au Mali, très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, pour une nouvelle édition d'information. Un seul titre pour ce journal. La Ziara de Tamani a eu lieu ce mardi 4 août 2020 dans le cercle de Baraouli, région de Ségou, village natal du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. L'événement mobilise chaque année des milliers de fidèles. Merci de votre constante fidélité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je le disais, à l'entame de cette édition, la Ziara de Tamani a eu lieu ce mardi 4 août 2020 dans le cercle de Baraouli, région de Ségou, village natal du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, et président du Haut Conseil islamique du Mali. L'événement mobilise chaque année des milliers de fidèles. Nos envois spéciaux depuis Tamani, Alhamidou Badini et Fousseini Keïta. Mardi 4 août, dans l'après-midi, après la prière de l'Asr, les fidèles musulmans prenaient d'assaut le cimetière de Tamani pour le clou de la Ziara. Pratique du Saint-Prophète, paix et salut sur lui, la Ziara est un recueillement afin de prier pour le repos éternel de nos illustres disparus. Nous sommes venus faire le recueillement sur la tombe du père du shérif, notre guide spirituel, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Son père s'appelle Madani Haïdara. Il a accepté de donner son fils pour suivre la trace de son grand-père, le prophète Ali Salatu Wassalam. Effectivement aussi, le guide a accepté de suivre ça et jusqu'au jour où nous sommes. Ici au cimetière de Tamani repose Bamadani Haïdara, père du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'occasion était alors opportune pour les fidèles de prier pour l'ensemble des défunts et d'implorer les faveurs divines en ce qui concerne les vœux individuels. La Ziara, c'est depuis le début de l'islam jusqu'à la fin des temps. La Ziara sera toujours faite parce qu'elle a une grande portée spirituelle. La peur de Dieu, l'amour du prochain. Tu vois, quand tu viens à la Ziara, tu viens faire la Ziara de gens qui sont décédés, ça te rappelle la mort. Pour la circonstance, les différents intervenants n'ont pas manqué de réitérer toute leur reconnaissance au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Remerciant tous ceux qui ont effectué le voyage, le président de la fêtière islamique du Mali a exhorté les fidèles à prier pour le retour définitif de la paix et pour qu'enfin le monde puisse être débarrassé de la maladie à coronavirus. Je crois que le fait même de venir à une ziara, c'est largement suffisant par rapport à tout ce qu'on peut faire comme prêche. Parce qu'ici, on va trouver nos devanciers qui ont marqué l'histoire, des grandes personnes qui sont vouées seulement qu'à Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont couchés à côté de nous. Ça doit nous donner une grande leçon dans la vie. Le prophète alayhi salatu wa salam rendait visite chaque lundi aux martyrs de Uhud, et sa fille Fatima rendait aussi visite à son oncle Hamza ibn Abdul Muttalib. Donc l'épouse du prophète Aïcha rendait aussi visite à son frère au niveau du cimetière de Médine. Donc c'est notre modèle. Donc c'est eux que nous devons suivre en tant que musulmans. Donc une fois qu'ils nous montrent quelque chose, c'est à nous de suivre la voie. Donc c'est pourquoi la ziara est devenue une tradition musulmane, donc que chaque musulman doit faire. Malgré la situation sanitaire, 7 pays ont participé à la Ziara de Tamani 2020. Il s'agit du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Gabon et du Congo-Brazzaville.
62 468 pèlerins ont été enregistrés, soit 34 214 hommes et 28 254 femmes. Quant aux moyens de transport, on pouvait dénombrer entre autres 204 cars, 482 Sotraman, 484 voitures, 57 camions 10 tonnes, 29 camions bennes, 53 pirogues, 120 charrettes, 6572 motos, 76 mototaxis et 388 bicyclettes. À cela s'ajoutent les quelques 5248 piétons qui ont pris le train 11 pour bénéficier des faveurs incommensurables de ce recueillement. Des séances de bénédiction ont sanctionné les travaux. Vivement l'édition 2021 de la Ziara de Tamani. Le Bureau national de l'Association des Ansars du Burkina Faso a organisé une journée de prière et de bénédiction à la mémoire de Ba Madani Haïdara, père du guide spirituel des Ansars et du président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Notre envoyé spécial depuis le Burkina Faso, Lassine Sidibé, avec la voix de Kafouné Batili. Cette journée de recueillement qui s'inscrit dans le cadre de la grande ziara annuelle organisée chaque année par la Fédération Ansardine Internationale est la première du genre initiée par les Ansars du Burkina Faso, obligés de rester sur place à cause de la crise sanitaire qui prévaut à travers le monde, entraînant la fermeture des frontières. Une manière pour les militants et sympathisants réunis pour la circonstance de féliciter Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara pour ses efforts au développement socio-économique du Faso. Bon, la présence ce matin à la mosquée Chérif là ici, c'est une autre chose, c'est tout simplement montrer notre émotion pour le Ziara de Tamani. Bon, tout le monde le sait, comme d'habitude chaque année, on se rend au Ziara avec le guide à Tamani. Mais cette année, compte tenu de la maladie du Covid-19, bon, les frontières sont fermées. On a trouvé nécessaire de se retrouver aujourd'hui ce matin pour montrer notre émotion concernant le Ziara. Bon, la bénédiction que j'ai pour la famille syrienne, vraiment je les souhaite bonne et longue vie, pleine de santé et de succès. Que Dieu préserve ces braves personnes de leurs ennemis. Vraiment que Dieu les protège. Vraiment, je souhaite que le bon Dieu les reçoive au paradis, que leur âme se repose en paix. Vraiment, les bienfaits qu'ils ont fait dans ce monde, que Dieu leur soit reconnaissant. Malgré la distance qui sépare le Mali au Burkina Faso, ces militants déterminés à suivre la voie et à mettre en exergue les enseignements du guide ont procédé à la lecture du Coran, suivi des prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en mémoire de l'illustre disparu Ba Madani Haïdara et ses aïeux qui reposent au cimetière de Tamani dans le cercle de Barawili, région de Ségou. Nous sommes là présents ici ce matin. C'est pour communier avec les guides Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara depuis Tamani pour suivre et faire en direct la ziara et puis la séance de bénédiction et de prière. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la ziara a été mise en place pour rendre hommage à nos chers disparus et notre papa, Mohamed Madani Haïdara, le numéro 1. C'est lui qui est resté et qui a donné son fils à l'humanité tout entière pour nous servir. Et ce fils est honorable fils qui, chaque année, fait un feedback des prières pour le vieux père et tous les papas chérifs qui sont partis et tous les corps d'ailleurs. Nous avons beaucoup de bénédictions à formuler à leur endroit, que la terre leur soit légère. Ils sont allés, ils nous ont laissés ici. Et nous demandons à Dieu, à cause de ces pieuses personnes-là, que Dieu aussi exauce nos prières. Le Mali est présentement dans des difficultés et nous demandons à Dieu de lever la difficulté-là, de sauver le pays, de sauver tous les pays ainsi que notre cher Burkina Faso. Notons que des vœux pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali ont été formulés. Un joyau architectural composé de 29 bureaux pour le confort du personnel de l'ANPE
a été inauguré par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle ce mardi 5 août 2020. Ce nouveau bâtiment qui s'est érigé au sein de la direction générale de l'ANPE permettra d'améliorer les conditions de travail des employés de l'ANPE. C'est un reportage de Mariétou Diallo et Seydou Niaré. 102 millions de francs CFA, c'est le coût de cette infrastructure financée par l'ANPE sur fonds propres. Le bâtiment est composé de 29 bureaux commodes dignes d'un service d'emploi en vue de mettre le personnel dans les conditions idoines de travail. Cette activité qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement PSD qui en fait a pour leitmotiv surtout de faire des services publics d'emploi, l'ANPE étant SPE, un service performant adapté aux exigences du marché du travail. C'est dans ce cadre qu'au niveau de son objectif premier, il s'est agi surtout d'orienter la prévision vers une amélioration des capacités organisationnelles de l'ANPE. C'est dans ce cadre, effectivement, capacité organisationnelle en termes de développement des infrastructures, en termes de construction de nouveaux bâtiments, en termes de valorisation du patrimoine immobilier et foncier, qu'un plan de construction, de réhabilitation des infrastructures et équipements de l'ANPE a été élaboré. Et c'est dans l'exécution de ces plans que nous avons ce joyau aujourd'hui. Vous vous rappelez un peu, on revient en arrière un peu, c'est quand même à un moment donné que les responsables du travail, les syndicats avaient demandé à ce qu'il y ait la modernisation de l'administration. On ne peut pas aller dans la modernisation sans passer déjà par des bureaux confortables. Il faudra que le local soit déjà confortable. Et à cela s'ajoute déjà le matériel pour pouvoir joindre les deux bouts à la fois. Donc c'est dans cette optique que l'ANPE a décidé vraiment à travers son plan de développement et son plan stratégique de développement. C'est un plan qui a été élaboré par la direction suivie et soutenu par le conseil d'administration et par l'assistance du ministère de l'Emploi pour qu'on puisse donner une orientation à l'ANPE qui puisse se positionner sur le marché du travail. C'est à travers ça que nous avons demandé dans un objectif stratégique numéro 1 et de tout faire pour quand même qu'on puisse aller à la reconstruction et à la réhabilitation des infrastructures et équipements. Et ce qui nous a amené à prendre cette décision, à construire des locaux pour le travail de l'ANPE pour qu'ils puissent être performants et faire face aux réalités de l'ANPE. Le coût, c'est de 102 millions. Le dernier message, c'est remercier d'abord la direction de l'ANPE pour les efforts consentis, tous les travailleurs de l'ANPE aussi pour leur effort de faire fournir, et le ministère surtout, le ministère de l'Emploi, vraiment pour l'accompagnement constant qu'ils ont pour leur soutien et leur accompagnement. Moment est venu de découvrir le joyau architectural. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a procédé à la coupure du ruban symbolique. Puis s'en est suivi une visite guidée des locaux. Très satisfait des travaux, le Ségal espère un bon usage de l'infrastructure et un dépassement de soi pour l'atteinte des objectifs de l'ANPE par son personnel. Il s'agit d'offrir un cadre approprié de travail aux agents de l'État, en l'occurrence les travailleurs de l'ANPE. Ce bâtiment est très fonctionnel, nous l'avons vu, nous l'avons visité et il a, à l'initiative de la direction générale de l'ANPE, sous la houlette de M. Ibrahim Agnok, avec le soutien du conseil d'administration de l'ANPE, aujourd'hui dirigé par M. Bengali. Et je pense que tous ceux qui ont soutenu cette idée doivent être remerciés. Nous, au niveau du ministère, nous sommes très satisfaits de ce travail. Nous l'avons visité. Le travail a été présenté par le bureau d'études, par l'ingénieur, et c'est un bâtiment vraiment fonctionnel. Ça fait un total de 29 bureaux qui viennent renforcer les commodités de travail au niveau de l'ANPE. L'ANPE est un service public d'emploi. Donc il faut que les travailleurs, les agents soient dans les conditions optimales de travail pour que ces agents puissent réfléchir comment proposer des projets, des idées aux jeunes, aux femmes, aux Maliens, pour que le maximum de nos concitoyens puissent accéder à l'emploi. Et ça ne peut pas se faire sans des conditions adéquates de travail. Et c'est un outil très important que de mettre les travailleurs dans des conditions. Donc félicitations à la direction de l'ANPE, félicitations au conseil d'administration. Nous, en tant que ministère, nous veillerons toujours pour que nos différents services, pour que l'ANPE puisse aller de l'avant, et notre soutien, notre disponibilité ne fera pas défaut au niveau du cabinet du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Un cocktail a été offert aux invités à la fin de la cérémonie. Alamidou Badini nous fait le point de l'actualité africaine et internationale.
Le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, tient sa convention nationale mercredi et jeudi à Conakry afin de désigner son candidat pour la présidentielle du 18 octobre 2020. Alpha Condé devrait être investi jeudi à l'issue de cette convention nationale du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Mais il ne s'est pas exprimé sur la question de sa candidature depuis le vote par référendum de la nouvelle constitution en mars. Cette nouvelle constitution ouvre la voie au chef de l'État pour un troisième mandat, ce qui est toujours vivement contesté par l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution. Plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales en Côte d'Ivoire cette année, portant le nombre total d'électeurs inscrits à 7,5 millions avant l'élection présidentielle d'octobre, a annoncé mardi le président de la commission électorale. Après le traitement des données de l'opération de révision des listes menée du 10 juin au 5 juillet, le nombre de nouveaux électeurs inscrits s'élève à 904 956, portant le total d'électeurs inscrits à 7,5 millions, a déclaré Ibrahim Koulibaly, le président de la commission électorale indépendante, lors d'une conférence de presse. Il a révélé un bond quantitatif dans cette révision, celle de 2018 n'ayant en effet permis d'enrôler que 270 000 nouveaux électeurs. En 2019, il n'y avait pas eu de révision, bien qu'elles doivent être menées chaque année selon la loi, a-t-il précisé. L'Égypte et le Soudan demandent la suspension des pourparlers concernant le barrage sur le Nil. Les comités techniques et juridiques du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie se sont entretenus au sujet de la construction du grand barrage de la Renaissance, source de tension entre les trois pays traversés par le Nil. Le 21 juillet dernier, l'Union africaine avait joué les médiateurs pour établir les bases d'un projet d'accord sur la manière dont le barrage sera exploité. Seulement l'Éthiopie semble avoir élaboré une proposition dans laquelle la question de la gestion du barrage n'est pas mentionnée. C'est ce que reproche l'Égypte à son voisin. Le Soudan, quant à lui, juge inacceptable la volonté de l'Éthiopie de lier les discussions à une renégociation d'un accord sur le partage des eaux du Nil bleu. Les écoles secondaires du Nigeria rouvrent leurs portes. Le gouvernement a annoncé une levée partielle de la suspension imposée dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Après 5 mois d'interruption, les élèves du secondaire ont pu dès le 4 août reprendre le chemin de l'école, mais avec des règles sanitaires strictes à respecter. Covid-19 oblige. À l'Access International Schools à Magboro, dans l'état d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria, les élèves sont ravis de pouvoir reprendre le cours normal de leurs études, mais regrettent ce délai lié à la crise sanitaire. Leurs examens auraient dû se dérouler en avril. Pour le moment, il s'agit bien d'une levée partielle des restrictions, comme l'a précisé le gouvernement. Ce sont uniquement les classes de sortie, en particulier les élèves qui se préparent à passer l'examen du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest, qui sont autorisés à retourner à l'école. Les épreuves commenceront le 17 août. Elles devraient se terminer à la mi-septembre. En Afrique du Sud, les nouveaux chiffres révélés par le ministère de la Santé montrent que les soignants sont fortement infectés par le virus. Dans le même temps, des scandales liés à la fourniture d'équipements de protection suscitent l'indignation. Depuis le début de l'épidémie, 24 000 membres du personnel de santé ont été infectés en Afrique du Sud, soit près de 5% du total des contaminations dans le pays. Et 181 de ces professionnels sont morts. Ces chiffres sont révélés alors que des syndicats du secteur dénoncent ces dernières semaines la pénurie d'équipements de protection dans certains établissements, le manque de personnel et le besoin de plus de formation consacrée à l'épidémie. Ils menacent de se mettre en grève si ces conditions de travail ne sont pas améliorées. Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi à Beyrouth, frappé mardi par une double explosion. Alors que les secours continuent de chercher des victimes parmi les débris, il a été accueilli par son homologue libanais Michel Aoun.
2 jours après les violentes explosions qui ont réduit la capitale libanaise à une ville en état d'urgence et en proie au chaos, le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi 6 août à Beyrouth. Le Liban n'est pas seul, a-t-il tweeté juste avant d'arriver sur le tarmac de l'aéroport. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas. Tout à l'heure, vous retrouverez Mamadou Ben Chérif Soumano pour le journal en langue Bamanakan. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.